Bonjour, aujourd'hui dans 10 minutes avec Neo4j, on vous parle de machine learning supervisé avec les graphes. On va répondre essentiellement à trois questions. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est inhabituel? Qu'est-ce qui va arriver? On va répondre à ces trois questions en utilisant Neo4j, Cypher et bien sûr la bibliothèque Graph Data Science avec ses capacités d'algorithme et de modèles de machine learning augmentés par les graphes. Alors, on va faire uniquement une démo aujourd'hui et on va répondre à ces trois questions pour comprendre la fraude, détecter la fraude et prédire la fraude dans un cas de paiement à la carte SIM. Alors, sans plus attendre, on va essayer de répondre à la première question, comprendre les données, donc qu'est-ce qui est important? Et on voit ici qu'on a dans notre schéma, dans notre modèle de données graph, des clients qui ont des éléments d'identité à droite, numéro de sécu, numéro de téléphone, adresse email. Ces clients effectuent des transactions vers d'autres clients ou vers des banques ou vers des commerçants. Euh, alors, on va essayer de comprendre un peu plus avant nos données, et comprendre en particulier quels sont les types de transactions qui sont réalisées. Alors là, on a réalisé une requête Cypher qui nous donne le pourcentage de transactions et leur valeur. Donc on voit qu'on a surtout des transactions de type cash-in, payment et cash-out. Encore une fois, c'est un modèle de ce qu'on appelle de pay-sim, paiement à la carte SIM. Donc c'est du paiement effectué sur téléphone mobile avec facture chez l'opérateur télécom. Très bien, donc surtout des transactions de type cash-in, payment et cash-out. Et qu'est-ce qui va se passer dans notre base de données? On va voir qu'il y a déjà de la fraude first party, c'est-à-dire des clients qui partagent des éléments d'identité. Donc la requête qu'on va effectuer, c'est une requête Cypher qui va chercher finalement s'il y a des éléments d'identité communs, donc des emails, des numéros de téléphone, numéros de sécu, qui sont partagés par des clients. Par exemple, Colton et Hayden partagent la même adresse email et Colton et Josiah partagent le même numéro de sécu. Très bien, on peut aussi observer d'autres choses, à savoir que certaines transactions ont été taguées comme frauduleuses. Lorsque vous constatez sur votre relevé bancaire que une transaction n'a pas été émise par vous, en tout cas pas de votre plein gré, eh bien vous allez appeler votre banque et elle va faire une enquête et déclarer la transaction comme frauduleuse si tel est le cas. Donc, qui sont les victimes là-dedans? Eh bien, on va voir, on va compter les personnes pour lesquelles il y a le plus de transactions frauduleuses sur leur compte. Ici, c'est Jackson Chavez. Mais qui sont les bénéficiaires de ces fraudes? Euh, donc là, on va regarder ça. Et on va regarder en suivant la relation donc client-transaction vers un autre client. Donc on va regarder ces bénéficiaires-là et en Cypher compter le nombre de transactions. Donc on voit qu'en particulier pour Jackson Chavez qui a subi 409 fraudes, eh bien le plus grand bénéficiaire c'est Yann Garza, 51 transactions. Euh, Toutes ces choses-là, on peut les observer également dans Bloom en langage plus naturel. Euh, et donc dans la barre de recherche, je vais chercher la first party fraud. Donc on retrouve nos patterns ici avec Tristan et Nicolas qui partagent un téléphone et Tristan et Logan qui partagent une adresse email. De même, on peut aller regarder un petit peu euh, les transactions frauduleuses. Et ces transactions frauduleuses, eh bien, ça nous donne par exemple ici Xavier Schaeffert qui a effectué un grand nombre de transactions en bleu vers d'autres bénéficiaires, vers d'autres clients ou vers d'autres marchands. Donc Xavier est ici la victime et les bénéficiaires sont potentiellement les fraudeurs. Donc on a répondu à la première question, qu'est-ce qui est important dans nos données? On va aller un peu plus loin pour détecter la fraude de façon automatique. Donc on va utiliser pour ça des algorithmes. Alors tout d'abord, euh, on va aller charger en mémoire un graphe qui est le graphe de nos clients. Donc les nœuds, la projection de nœuds, ça va être des clients.
Et la projection de relation, c'est via les transactions, donc ces clients sont reliés. Donc, client qui a effectué une transaction vers notre client. Et à ce moment-là, donc on va voir le nœud de départ, le nœud d'arrivée, et puis la somme du montant des transactions, qui va être une propriété de la relation transacted with. Donc tout ça, c'est monté en mémoire, et on peut retrouver ce graphe avec la commande gds.graph.list. Donc si je la tape ici, hop, gds.graph.list, on va retrouver, ça met un peu de temps, hop, on va retrouver notre graphe qui a été monté en mémoire. Il prend 16 mégas en mémoire. Voici ma projection de nœuds, voici ma projection de relations. Et on retrouve la densité du graphe, un certain nombre de métriques, et notamment le nombre de nœuds et de relations. Voilà. Donc tout ça, c'est monté en mémoire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un algorithme de détection de communauté, voilà, qui est l'algorithme de Louvain, qui permet une certaine modularité. On n'est pas sur des îles flottantes, des clients qui sont uniquement reliés entre eux par des transactions et rien au reste du monde. Souvent, la réalité est plus nuancée. Donc, on va essayer malgré tout, de détecter les communautés avec des liens forts et des liens faibles. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une nouvelle propriété, Louvain Community, et je vais pouvoir aller regarder quelles sont ces communautés, comprendre quels sont ces réseaux de fraudeurs. Et en l'occurrence, on va essayer de détailler les communautés de fraudeurs qui ont plus de 5 membres, ça veut dire que c'est plus qu'une famille. Donc on va essayer de détecter les communautés de fraudeurs qui ont plus de 5 membres et qui ont un ratio de fraudeurs à l'intérieur assez important. Donc ici, on va se retrouver avec la communauté 619, par exemple, qui compte 7 membres, mais qui a 3 fraudeurs à l'intérieur, donc son ratio de fraudeurs, c'est 42%. Donc c'est ces communautés en particulier, par ordre décroissant, qu'on va aller observer en premier. Euh, Si je retourne dans Bloom et que j'ouvre une perspective qui concerne ces algorithmes, hop, eh bien, je vais retrouver mes communautés de fraudeurs avec, vous avez vu la petite pastille bleue sur les clients. On a mis une petite règle pour appliquer une couleur différente aux communautés différentes. Alors donc ce qu'on voit apparaître ici, eh bien ce sont toujours les nœuds bleu clair avec les transactions, mais les nœuds d'une autre couleur, bah, ça va être des clients, et par exemple ces deux clients-là, Autumn Connor, donc dans la communauté de Louvain 104, et également Jordan Dodson. Donc on retrouve euh, voilà, couleurs différentes pour des communautés différentes, et on voit comment des communautés différentes aussi peuvent être reliées malgré tout par des transactions. Voilà. Ah, très bien, donc on a répondu avec un algorithme de détection de communauté à la question qu'est-ce qui est inhabituel, et notamment les communautés de fraudeurs via les transactions bancaires. Très bien. Alors maintenant, eh bien, on va passer à la dernière partie de la démonstration. On va aller essayer de faire du prédictif. Et donc on va en quelque sorte euh, catégoriser nos données euh, avec des informations labellisées, des fraudeurs avérés, donc bénéficiaires de transactions frauduleuses, et puis des gens, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont fraudeurs ou non fraudeurs. Et donc on va faire de l'entraînement sur les données labellisées et de la prédiction sur les données non labellisées. Donc on commence par ajouter une caractéristique issue du graphe qui sont les embeddings, donc des vectorisations de nœuds, et qui capturent en fait le voisinage des nœuds clients dans le graphe. Donc on crée un embedding et cette caractéristique elle est hautement prédictive. Donc on va la réinjecter dans notre modèle juste après. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va charger en mémoire un graphe. Donc le graphe des données labellisées
avec donc c'est le graphe des clients avec des propriétés, embedding, PageRank, etc. Propriétés issues du graphe, mais aussi le nombre de transactions, le nombre de fraudes, le montant des transactions, etc. Donc on a créé un nouveau graphe en mémoire, et sur ce graphe, on va appliquer, on va entraîner un modèle. Donc ce modèle, c'est un modèle Node Classification, où on va essayer de prédire une caractéristique, et cette caractéristique c'est est-ce que c'est un fraudeur ou pas. Voilà, ce booléen là, avec des caractéristiques, embedding, triangle, nombre de fraudes, etc., etc. Et ça va nous donner un modèle voilà, entraîné, gagnant, de cette phase d'entraînement. Donc ce modèle-là, eh bien, on va maintenant on va prendre un autre graphe en mémoire, qui est le graphe des données non labellisées. Donc on va donc on va prendre ces données qui ne sont non labellisées et on va créer ce graphe, predict graph en mémoire avec les mêmes propriétés. Donc c'est le graphe des clients. On va faire de la node classification donc en mode prédiction. On va essayer de prédire donc une propriété predicted Foster avec un intervalle de confiance. Et on va écrire ces propriétés dans le graphe à nouveau. Donc on passe ces requêtes et finalement donc ça nous donne tiens, j'attends que ce soit terminé et je vais aller regarder dans Bloom les résultats avec une perspective adaptée à la prédiction. Voilà. Donc ça me donne des fraudeurs présumés avec cette propriété embedding qui était un vecteur qui capture la connectivité du nœud, la communauté Louvain. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce client-là soit vraisemblablement un fraudeur avec cet intervalle de confiance. Et finalement, si je me concentre sur ce fraudeur et que je regarde tout autour ce qui se passe, et bien effectivement, j'ai un ensemble de transactions et je vais pouvoir regarder également les bénéficiaires de ces transactions. Peut-être qu'il y a des fraudeurs avérés dans le lot. Il y a des nœuds de transactions un peu plus gros en fonction des montants aussi. Donc ça, c'est important à considérer. Il y a des gros montants ici. Et puis, il y a des bénéficiaires commerçants et des personnes physiques qui sont concernées. Voilà, je vais revenir à mon dernier slide. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me poser des questions directement ou sur la chaîne YouTube et d'aller sur neo4j.com pour apprendre encore plus de cette bibliothèque Graph Data Science et de ses possibilités en machine learning supervisé et en prédiction.